Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, une autre forme d'intelligence parce que très souvent dans notre milieu on parle d'intelligence avec le côté on va dire intellectuel et c'est pas toujours ce qui parle à la majorité d'entre vous. Donc voilà le sujet de la journée. Et effectivement, ce qui est difficile quand on découvre qu'on est concerné par le haut potentiel, on parle de HP haut potentiel et assez souvent, il y a cette mise en avant du terme HPI, donc haut potentiel intellectuel. Et ce qui est très compliqué pour toute une série de personnes qui se découvrent à l'âge adulte, justement, c'est de s'associer, parce qu'ils n'y arrivent pas, à ce côté intellectuel. Et c'est très souvent dû à un parcours scolaire qui est pas forcément classique, parfois il l'est, mais ou en tout cas un parcours professionnel qui a été plus compliqué, ou en tout cas atypique ou singulier dans sa manière d'être abordé. Et donc pour ces personnes-là, le côté I, et moi ça a été mon cas, puisque le cadre scolaire dans les secondaires, comme on appelle ça en Belgique, puisque vous savez que je suis belge, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Le cursus scolaire en fin de parcours, vers 15, 16, 17, 18 ans, est devenu assez complexe pour moi. D'une part parce qu'il n'avait pas de sens, parce que ma logique ne correspondait pas forcément à ce que mes profs attendaient. Et moi, je me retrouvais complètement larguée. J'entends assez souvent des exemples comme ceux-là, où des personnes qui sont concernées par la double exceptionnalité, c'est-à-dire le haut potentiel et un trouble, comme un trouble 10 par exemple, une dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, trouble de l'apprentissage. Pour ces personnes-là, l'école n'a pas été le reflet de ce que sont réellement leurs compétences, de ce qu'est réellement leur potentiel. Et du coup, c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas intelligent, puisque la société définit l'intelligence d'une certaine manière. Okay, et d'ailleurs, quand dans notre communauté, moi je vois quand j'annonce que effectivement, parce que j'ai quand même, je suis sur le créneau du haut potentiel depuis maintenant pas mal d'années, à peu près une dizaine, et j'ai face à moi parfois des défenseurs qui m'expliquent que mais non, ce que je fais, ça n'est pas travailler avec le haut potentiel parce que ils ne sont figés que sur le I. Et c'est OK. Il y a des personnes qui sont concernées par le haut potentiel intellectuel et qui se retrouvent bien là-dedans et pour qui l'aspect émotionnel n'a pas d'importance. Moi, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, si ce n'est que à mon niveau, moi, Nathalie Alsten, l'intelligence, c'est bien plus que le côté intellectuel en ce qui me concerne. Okay, on pourrait s'amuser à définir cette intelligence. Maintenant, ce n'est pas ça mon objectif. Cela dit, je fais une petite parenthèse par rapport aux travaux d'un monsieur qui s'appelle Howard Gardner, qui a mis en avant des intelligences multiples au nombre de 8. Il en a rajouté, je pense, récemment une 9e. Alors, ce sont des intelligences, certaines personnes, certains détracteurs vous diraient également que les intelligences multiples n'ont pas été prouvées d'un point de vue scientifique. Néanmoins, moi je les ai utilisées et j'ai pas mal de collègues qui travaillent dans le milieu scolaire en l'occurrence, qui utilisent les intelligences multiples pour pouvoir mettre en avant toutes ces zones de compétences naturelles de leurs élèves ou des personnes qui ne sont pas forcément en lien avec ce que notre société met en avant comme étant l'intelligence. Je vous cite très rapidement
les différents types d'intelligence mis en avant par Howard Gardner, donc les intelligences multiples. On a l'intelligence linguistique, logomathématique. Bon, moi, celles-là, ce sont celles qu'on teste à l'école, ce sont celles qui font partie, entre autres, de ce bilan HPI, donc ce fameux test de QI. Donc, elles sont connues, je dirais. Là où ça devient intéressant, c'est que lui met en avant, alors celle-là, on en parle de temps en temps, on la met de temps en temps en avant, la visio-spatiale. Hein, donc, c'est comment on retrouve son chemin dans un environnement, hein, à tout niveau. Par contre, là où Garner a alors innové dans la façon de les mettre en avant, c'est l'intelligence intrapersonnelle, hein, donc notre capacité d'introspection, de voir comment nous fonctionnons, de revenir à nous. L'interpersonnel, donc c'est tout ce qui est de l'ordre du relationnel et de la communication. Kinesthésique, donc ça c'est l'intelligence du corps. L'intelligence musicale, je trouve vraiment fabuleux de la mettre en avant parce qu'il y a effectivement des personnes qui ont cette intelligence et qui savent, et je mets ça en avant, j'ai une de mes collègues qui aide certains de ses élèves qui ont une intelligence musicale développée et parmi celles avec lesquelles ils sont plus à l'aise, leur faire répéter leurs leçons à travers des chansons, par exemple. Donc, c'est juste fabuleux, cette manière de voir les choses. Et puis, l'intelligence naturaliste. Donc, c'est la 8e intelligence qui est mise en avant par Howard Gardner. OK? Donc, je trouve que c'est intéressant. L'idée, c'est pas de développer le modèle de l'intelligence des intelligences multiples de Gardner. Hein. Sachez juste que il dit qu'on n'en a pas nécessairement une, on peut être bon dans plusieurs. Il y a effectivement toute une série de hiérarchies et comme, en tout cas, moi, ce qui me parle beaucoup, ce qu'il met en avant, c'est l'idée, c'est plutôt que d'essayer de compenser ce qui fonctionne moins bien et ce dans quoi on est moins bon, c'est de prendre comme levier ce dans quoi c'est fluide et évident pour nous parce que ça fait partie de nos intelligences. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Alors moi aujourd'hui, je vais partir sur l'intelligence dite émotionnelle qu'on retrouve à travers différents types d'intelligence de Howard Gardner. Hein, l'intrapersonnel, l'interpersonnel font partie, je vais en reparler juste après, de cette intelligence émotionnelle. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui? Mais parce que très souvent, ce que j'entends et puis ce que j'ai remarqué moi au début quand je me suis intéressée d'une part parce que vous le savez j'ai découvert moi-même tardivement à l'âge de 45 ans que j'étais concernée par le haut potentiel et je me suis rendu compte que finalement c'était pas tant le fait d'avoir une forme d'intelligence différente et de fonctionner autrement qui était compliqué, c'est plus le fait que émotionnellement ça peut gérer toute une série de choses que on n'arrive pas forcément à connecter de la même façon ou bien avec d'autres personnes. Le regard que l'on porte sur soi peut par contre être compliqué. On ne fait pas systématique. Il y a des gens qui ont fait un travail sur eux et qui ont une capacité de se valoriser tout à fait acceptable, même s'ils découvrent leur potentiel plus tard. Donc, c'est important de bien dissocier les choses. Mais en tout cas, pour revenir à cette découverte ou le fait d'être concerné par le haut potentiel, y compris avec la partie intensité et émotionnelle, c'est souvent cette partie-là qui est plus compliquée parce que, effectivement, on n'a pas encore nécessairement appris à réguler tout ça. Et j'aime bien le mot réguler parce que ça n'est pas du contrôle, ça n'est pas de la maîtrise, c'est juste apprendre à savoir, OK, comment j'arrive à bouger le curseur et avec quels moyens en fonction de qui je suis. Hein, et ça, c'est entre autres ce que l'intelligence émotionnelle nous permet de faire. Alors juste un petit récap au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été mis en avant dans les années 95 par un psychologue, chercheur et journaliste qui s'appelle Daniel Goleman. Il n'y a pas que lui qui traite évidemment de l'intelligence émotionnelle, mais en tout cas c'est grâce à lui que le concept a été développé, si je peux dire, enfin en tout cas a percé, a vu le jour et a été connu. C'est un concept qui est assez proche de l'intelligence sociale et selon Goleman, l'intelligence émotionnelle est définie comme la capacité de reconnaître, de comprendre, de maîtriser ses propres émotions et de composer avec les émotions des autres. Donc là, on se rend déjà compte qu'il y a quelque chose qui part de nous avant de pouvoir aller vers l'autre. Alors c'est assez intéressant parce que
on peut mesurer cette intelligence émotionnelle. Il existe toute une série de tests et d'outils qui existent. Une bonne série d'entre eux ont été développés par rapport au monde de l'entreprise, hein, par rapport au travail. La plupart d'entre eux ont été développés pour les adultes. Okay. Moi, par exemple, j'utilise un test dans certains de mes programmes. Je vais vous en reparler, qui est le EQI 2.0. Mais avant toute chose, ce que j'ai envie de vous dire, parce que ça me semble vraiment important, autant on sait qu'un QI, donc la partie intellectuelle, comme on l'imagine, parce que finalement c'est un peu ça qu'on mesure, comme on mesure beaucoup de la partie verbale, on mesure la partie logico-mathématique, pas que ça, mais quand même, ça fait partie des items les plus importants dans ce bilan au potentiel. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le QI, globalement, ne varie pas. Je dis bien globalement, parce qu'il y a des petites nuances à apporter en fonction du contexte dans lequel vous avez grandi, de la façon dont votre intelligence a été stimulée ou pas, le fait qu'il y ait eu des traumas ou pas, mais il n'y a pas une grande variabilité au niveau d'un quotient intellectuel. On peut pas dire qu'un enfant naisse avec un quotient intellectuel de, je dis n'importe quoi, 90, 90 pour les Français, et qui va arriver à 150 parce qu'il s'est entraîné. Ça, c'est juste pas possible, ok? Ou en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Alors que justement, l'intelligence émotionnelle, ce fameux QE, quotient émotionnel, vous pourriez passer d'un 90 à un 150. Pourquoi? Pas du jour au lendemain, bien entendu, mais pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez développé tous ces aspects en lien avec l'intelligence émotionnelle, toutes ces compétences, il y en a 15, je vais vous en reparler. Et donc ça, c'est ça que je trouve fabuleux dans l'intelligence émotionnelle, c'est que il y a effectivement, en fonction de votre caractère, si je peux dire, l'atmosphère, l'ambiance, l'environnement dans lequel vous avez grandi. Vous n'allez pas partir avec le même quotient émotionnel qu'une autre personne. Si vous avez vécu dans pas une entreprise, bien entendu, dans une famille où il y avait beaucoup de violence, où il y avait beaucoup de jeux de pouvoir, votre quotient émotionnel, peut-être qu'au point de départ, il n'était pas très élevé parce que vous n'aviez pas appris. Et dès le moment où vous avez commencé à travailler, à apprendre, à observer, à être entouré d'autres personnes, il peut évoluer très très vite, ok? Alors que si vous avez grandi dans une famille où il y avait déjà une jolie intelligence émotionnelle, bah vous partez avec cet acquis-là. Mais il est possible de le développer, et ça, je pense que c'est vraiment important de réinsister là-dessus. Un autre point sur lequel j'ai envie d'insister également, c'est que par rapport au leadership, et le leadership, c'est pas qu'une question de leader ou de manager en entreprise. Le leadership, il se traduit à plein de niveaux. Un leadership, il est souvent suivi par rapport à une bonne intelligence émotionnelle. Je vais également vous en reparler. Je vais vous donner un exemple tout de suite, ou en tout cas vous inviter à prendre un exemple. Si vous pensez à quelqu'un qui vous a inspiré dans votre vie, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être un prof, ça peut être aussi un proche. Moi, j'aime bien. Alors, c'est un exercice que j'ai beaucoup fait en entreprise, puisque j'ai beaucoup travaillé en entreprise sur cette notion d'intelligence émotionnelle jusqu'à une dizaine d'années à peu près. C'est amusant d'ailleurs parce que l'intelligence faisait déjà partie de ma vie, mais autant émotionnelle, je savais que j'étais concernée ou que je voulais la développer, autant l'autre aspect, j'avais l'impression que c'était loin de moi. Mais toujours est-il que un exercice que je vous propose, c'est réfléchissez, pensez à quelqu'un qui vous a inspiré. On peut être par exemple, on va prendre la sphère professionnelle. Et je vais vous donner un exemple perso. Moi, une personne qui m'a énormément inspirée, c'est mon directeur de mémoire quand j'ai fait mes études, donc après mes secondaires, mes études supérieures. C'est un monsieur qui, aujourd'hui encore, je pense régulièrement à lui parce qu'il a eu, à travers sa manière de fonctionner, il a été inspirant pour moi et il reste encore aujourd'hui un exemple sur certains aspects. Et donc, je vais vous expliquer après, mais je vous fais faire l'exercice en même temps. Cette personne à qui vous pensez, ok, mettez peut-être sur pause avant d'avoir la personne, mais ça peut être intéressant.
Quand vous avez, et vous pouvez faire l'exercice avec plusieurs personnes, bien entendu, mais quand vous avez une personne en tête, voilà, vous redémarrez. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré chez cette personne? Est-ce que c'est, par exemple, son intelligence, son niveau de connaissance, sa culture générale, par exemple, hein? Donc là, on est vraiment dans un aspect précis, hein, tout l'aspect cognitif, on pourrait dire, pourrait englober ça là-dessus, là-dedans, pardon. Ça peut être une chose. Ça peut aussi, c'est pas nécessairement où, être ce qu'il a accompli. Est-ce que cette personne a restructuré un service, a lancé quelque chose qui a eu un impact sur le monde et qui vous bluffe? Moi, je pourrais vous dire, à Martin Luther King, par exemple, il m'inspire par rapport à ce qu'il a accompli. OK? Il y a des personnes de mon entourage qui peuvent m'inspirer sur leur grande intelligence ou leur connaissance. Et puis, il peut y avoir, donc, repensez à cette personne, hein. J'ai un petit peu faussé l'exercice en vous donnant des exemples. Est-ce que cette personne vous a inspiré sur sa façon d'entrer en relation, de se connecter à vous, de vous écouter, par son empathie, sa bienveillance, tous ces aspects-là des choses. OK? Et une fois de plus, ça peut être un peu de chaque. Ce qui est intéressant, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a, à travers, si cette personne est concernée par ces trois aspects, qu'est-ce qui a pris le plus de place? Qu'est-ce qui a été le plus important? Et donc, moi, je vais vous donner l'exemple de mon directeur de mémoire. Quand je repense à lui aujourd'hui, ça n'est pas son intelligence et ses connaissances qui m'ont le plus inspiré, même si je ne remets absolument pas en doute que c'est un homme intelligent, mais et d'une grande intelligence, mais c'est pas ça qui est resté le plus longtemps, ok? C'est pas ça qui a été le côté inspirant. Ses accomplissements, oui, c'est quelqu'un qui savait fédérer une équipe, qui, quand il a pris sa retraite, a été célébré, mais c'est pas non plus ce qui, pour moi, a pris le dessus dans ce qui reste encore aujourd'hui. Bon, vous pensez bien, mon directeur de mémoire, j'avais quel âge? J'avais 22, 23, quelque chose par là. J'en ai une bonne trentaine de plus maintenant. Donc, j'ai eu le temps d'oublier une série de choses. Par contre, ce que je n'ai pas oublié, c'est sa grande capacité d'être à l'écoute, dans la bienveillance, d'encourager, de guider, de conseiller, toujours avec à la fois de la douceur et de la fermeté, de m'avoir conseillé sur mon futur, de m'avoir questionné, presque coaché, même s'il n'était pas coach, mais il avait cette capacité de poser des questions qui me permettaient de me remettre en question sans que je me sente jugée. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fabuleux. Toujours avec cette empathie, cette bienveillance qui était présente. Et ça, plus de 30 ans plus tard, j'ai toujours en mémoire. Et l'intelligence émotionnelle, c'est ça. L'intelligence émotionnelle, qu'on n'attribue pas qu'à un leader d'ailleurs, mais le leadership, c'est à la fois avoir un minimum de connaissances, bien entendu, et accomplir des choses, mais l'intelligence émotionnelle prend une énorme place parce que c'est ce qui fait que les gens vont vous suivre, c'est ce qui fait que les gens ont envie de travailler avec vous, c'est ce qui fait que quand vous partagez votre vision et que vous donnez l'importance à la personne qui est en face de vous, à votre équipe, à vos enfants, à toutes les personnes avec qui vous êtes en relation, c'est ça qui fait que il y a de l'inspiration. Et donc, c'est le plus gros pourcentage de l'inspiration vient de là. OK? Et je fais une petite parenthèse, ça ne veut pas dire qu'on a en face de nous des gens parfaits. Hein. Ce même directeur de mémoire, je me rappelle, et ça m'a frappé d'ailleurs sur quelque chose. À un moment donné, il s'est énervé dans un autre contexte et il m'a dit un truc auquel je ne m'attendais pas, mais son intelligence émotionnelle fait que quand je lui ai exprimé combien c'était difficile qu'il me dise ça X mois plus tard, ça parlait de lui. C'est un exemple par rapport à mon divorce, parce que j'ai divorcé relativement jeune, comme ça je vous donne le truc concret, et où c'est un homme qui a été blessé aussi par rapport à ça. Et puis je dis, mais je suis surprise que vous me disiez ça, et puis moi ce que vous me dites, la façon dont vous me dites, ça me blesse, et il s'est excusé.
Et il m'a expliqué pourquoi il me disait les choses de cette manière-là. Et ça, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité de revenir, de reconnaître aussi que, ben oui, on a aussi des failles, des émotions. Nous sommes des êtres humains et nous sommes parfois happés par nos propres histoires et que bah, c'est OK. C'est comme ça que la vie fonctionne, hein, mais on a cette capacité de le reconnaître. Donc, si je reviens au niveau du leadership, il vaut parfois mieux être plus intelligent émotionnellement que intelligent intellectuellement. Et puis, si on a les deux, ça, c'est le jackpot, comme je dis, en m'amusant, parce qu'en fait, vous serez plus suivi, vous irez probablement plus loin avec votre intelligence émotionnelle. Donc ça me semblait vraiment important d'aborder les choses sous cet aspect-là sous cet aspect-là pour vous donner cette vibration qu'entraîne l'intelligence émotionnelle et qui se développe une fois de plus. Alors, avant d'aller plus loin et de vous nommer les compétences, parce que je pense que ça va vous intéresser de savoir à quoi elles ressemblent, ces 15 compétences, j'ai quand même envie de préciser une chose, parce qu'il y a souvent une confusion et c'est très peu mis en avant. C'est pas toujours clair pour tout le monde. Quand je parle d'intelligence émotionnelle, ça n'a absolument rien à voir avec l'hypersensibilité ou la haute sensibilité. OK? Peut-être qu'on a des prédispositions par rapport à l'empathie, etc., et qu'on va pouvoir utiliser ça dans cette intelligence émotionnelle, mais ça n'est pas parce que nous sommes hypersensibles que nous sommes intelligents émotionnellement. Parce que si effectivement on n'a pas travaillé cette hypersensibilité et qu'on est à fleur de peau tout le temps, et ben ça peut se dénoter par un quotient émotionnel qui pourrait être relativement bas. Et une fois de plus, on n'est pas dans cette notion d'avoir un quotient émotionnel haut. Je vous en reparle également aussi. Je fais également la différence parce que pour moi, il y a pas mal de confusion avec une notion qui circule assez bien, c'est ce fameux haut potentiel émotionnel. C'est un concept qui n'est pas validé scientifiquement. Et dans ma réalité, je parle bien de moi, il s'oppose, en tout cas pour ce que j'en ai compris, avec le fait que nous avons une capacité de développer cette forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle. OK? Euh, donc, moi, généralement, je ne vais pas vous parler de haut potentiel émotionnel parce que, entre autres, je pense qu'il y a un biais qui se passe à ce niveau-là. Toutes les personnes qui découvrent leur douance, leur singularité, le fait qu'elles soient concernées par le haut potentiel, il y a énormément de ces personnes qui rejettent ce fameux I de intellectuel, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt. Et comme ces personnes sont hypersensibles, eh bien, elles remplacent le I par le E. Et je trouve que c'est vraiment un biais important et je trouve important de le mettre en avant parce que ça fausse pas mal le regard sur toute une série d'éléments. OK? Donc voilà, pour moi, c'est important de pouvoir nommer ça en mettant en avant que oui, cette intelligence émotionnelle se développe avec un travail sur soi, qu'il n'y a rien de définitif. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut toujours avancer, continuer, etc., qu'on peut faire des allers-retours et qu'elle s'oppose à cette notion de quotient intellectuel sur laquelle on n'a pas de contrôle puisqu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger sur cet aspect-là des choses tout au cours d'une vie, alors qu'on peut, c'est très caricatural ce que je vous dis, mais doubler son quotient émotionnel, pardon. OK? Alors, je vais vous expliquer par rapport au modèle, hein, donc le EQI 2.0, c'est le modèle que je travaille, auquel je suis certifiée. C'est un modèle diagnostique hein, qui existe depuis 1997 et qui a été créé par un psychologue, sur les bases des travaux d'un psychologue, le docteur Raven Baron. Okay. Alors, ce modèle-là va un petit peu plus loin dans la définition de l'intelligence émotionnelle. Et moi, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce modèle-là, évidemment, hein, parce que ça me convient assez bien. C'est un modèle qui met en lumière l'intelligence émotionnelle comme étant la capacité de se comprendre, de comprendre les autres, de nouer des bonnes relations, de pouvoir s'adapter et gérer l'environnement pour appréhender les contraintes et les obstacles. Et ça, moi, on va déjà un petit pas plus loin et ça a un côté assez concret. Hein, et donc, j'aime bien le mix des deux définitions, hein, le côté émotionnel, comme je vous en ai parlé bien au début, et celle-là parce que ça donne quelque chose de relativement concret. Okay. Alors,
Ce modèle d'intelligence émotionnelle met en avant 15 compétences qui sont réparties dans 5 axes. OK? Et ben, je vais vous les citer brièvement, hein. L'idée, c'est pas non plus de vous refaire un podcast de 2 heures. Donc, les axes, c'est la perception de soi, dans laquelle on retrouve 3 compétences. C'est l'amour-propre, la réalisation de soi et la conscience de soi émotionnelle. On a ensuite un autre axe qui est l'expression individuelle, dans laquelle on va retrouver l'expression émotionnelle, l'affirmation de soi et l'indépendance en tant que compétence. Nous avons un autre axe qui est les relations humaines. Les relations humaines, donc les 3 compétences, je vais y arriver, c'est les relations humaines, l'empathie et la responsabilité sociale. Nous avons ensuite l'axe des prises de décision. Les compétences qui y sont associées, c'est la résolution de problèmes, le sens de la réalité et le contrôle des impulsions. Et puis, nous terminons avec la gestion du stress, comme 5e axe, dans lequel on retrouve en compétence la flexibilité, la tolérance au stress et l'optimisme. OK? Donc, c'est assez intéressant de comprendre ces ce modèle. Une fois de plus, je ne vais pas aller en long et en large sur ces dimensions, hein. Donc, je parle d'axes, mais on peut parler de dimensions. Le modèle parle plutôt de dimensions que d'axes. Et donc, ben forcément, la manière dont je me perçois va se refléter forcément dans la façon dont je m'exprime. Et donc, ces 2 dimensions ont forcément un impact sur les relations humaines. La prise de décision et la gestion du stress découlent alors de ces 3 autres dimensions. Et c'est ça, en fait, que la roue de l'intelligence émotionnelle, là, vous ne la voyez pas, parce que dans un podcast, je peux pas vous montrer l'image, mais elle est représentée par une roue, effectivement, qui reprend ces 5 dimensions avec ces 3 compétences chaque fois. Et cette roue, elle illustre la dynamique et l'interconnectivité entre toutes les compétences. OK? Et donc, c'est super parce que c'est pas une grille d'analyse qui est figée. C'est vraiment une grille la force de cette grille, hein, de cette connaissance, elle réside dans l'analyse des scores entre différentes compétences. Parce que ce qui est important de voir ici, c'est que c'est pas tant le fait de dire ah moi j'ai un QE, encore faut-il savoir si on a envie de le dire, mais je ne fût-ce que de le penser, j'ai un quotient émotionnel très élevé. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un équilibre entre les compétences plutôt que d'une compétence prise de manière complètement isolée. Je vous donne un exemple. Admettons que j'ai en face de moi une personne qui a en compétence l'affirmation de soi très développée. Super, d'être capable de s'affirmer, de se positionner quelque part, de dire ce qu'on pense. Ok, en soi, c'est une magnifique compétence d'intelligence émotionnelle qui peut amener à de l'efficacité, de la performance, qui peut, dans le monde de l'entreprise, nous amener à des résultats opérationnels concrets, qui peut être confortable pour la personne également. Admettons que cette même personne ait un score dans les relations humaines qui soit relativement bas. Ok? Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça peut être soit difficile, alors c'est difficile relationnellement, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas de place pour l'autre, ça peut se traduire de plein de façons, hein, mais qu'il n'y a pas de place pour l'autre, pas de facilité à nouer des relations humaines. Et donc, s'affirmer dans un contexte où on est tout seul, ou dans un contexte dans lequel c'est difficile relationnellement, ça va pas être top. Parce que ça va se traduire par, possiblement, hein, il y a plein de différentes façons de voir les choses, quelqu'un qui prend toute la place et qui est centré sur lui-même et pas sur l'autre. Et donc, ça, ces 2 compétences-là et l'écart dans ces compétences ne démontrent pas d'une intelligence émotionnelle, mais au contraire de quelque chose à développer. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se développe avec du travail. OK? Alors ce qui est intéressant, c'est de
d'accueillir là où on est. Moi j'aime bien parler de grille de lecture. C'en est une de plus qui vous permet de voir, tiens, où vous en êtes et ce qui peut être intéressant à développer. Et effectivement, l'inconfort peut venir de ce grand écart. Hein. Dans l'exemple que je viens de vous donner, par exemple, il y en a d'autres également. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un aperçu de l'intelligence émotionnelle, de l'importance de la développer. Et ce que je vous invite à faire, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout la connaissance de soi et puis la reconnaissance de ce qu'on vit, et entre autres de ses besoins. Euh, j'ai bien dit entre autres parce que c'est tellement plus que ça. Et donc, je vous invite à télécharger mon livret, 4 phases d'intégration de sa singularité. Vous allez retrouver dans ce livret, dans ce document, en fonction de là où vous en êtes dans la découverte de votre singularité, toute une série de conseils et une forme de grille de lecture qui va vous permettre de mieux vous y retrouver. Et c'est déjà un pas en développant votre connaissance de soi et de vos besoins. C'est déjà un pas vers l'intelligence émotionnelle. Ok. Et donc de contribuer à la développer en tout cas. Et donc pour télécharger ce livret, je vous invite à composer 3 fois emotif-talentueux.com/4 en chiffres phase avec un S. Donc émotif FS, donc au pluriel talentueux avec un x.com/4 phases. Vous retrouvez dans la description de toute façon ce lien. Merci pour votre écoute et puis je vous retrouve très prochainement avec un nouvel épisode de ce podcast. À tout bientôt.